Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où j'ai le grand plaisir d'accueillir donc un élu de 7, qui se présente quand même sur une liste électorale pour les européennes, sur la liste donc du Parti communiste, c'est cela. Monsieur Bou, donc on fait connaissance, c'est la première fois que vous venez sur ce plateau sur Aglo TV, c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit pour parler d'Europe. Et la première question, ça sera celle-ci, comment vous voyez l'Europe aujourd'hui ? Comment je vois l'Europe? L'Europe, je vois comme une institution qui est un petit peu à bout de souffle et une institution qui a pris un virage assez néfaste pour les peuples, malheureusement. Je vois une institution qui est très rejetée et critiquée, une institution où les produits intérieurs bruts n'ont jamais été aussi élevés, puisqu'on est passé de 15 milliards par an à 17 milliards par an, donc 2 milliards de PIB en plus, et on s'aperçoit qu'on est passé de 7% à 10% de travailleurs pauvres. C'est donc une Europe qui est toujours plus généreuse avec les plus riches et plus dure avec les plus pauvres. Une Europe qui se veut une Europe forteresse, alors que si l'on prend l'idée et la philosophie des pères fondateurs, et je pense à Victor Hugo notamment, c'était une Europe de la coopération, une Europe des peuples, une Europe de l'amitié entre les peuples, une Europe de la paix, une Europe de la prospérité et une Europe généreuse. Et je crois que pour le moment, on est un petit peu loin de ce schéma presque idéal. Pour vous, en fait, l'idée de l'Europe a été un peu détournée, c'est-à-dire que ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est grâce à l'Europe, on a la paix. Pour vous, c'est pas forcément ça, c'est ça ? C'est pas forcément ça. Il est clair que cette idée d'Europe qui est née, donc je dis avec Victor Hugo, puis avec Aristide Briand, et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme une absolue nécessité. Cette Europe de la coopération entre les peuples, il me semble qu'elle a été complètement dévoyée avec les traités européens, et notamment le traité de Maastricht et le traité constitutionnel, qui est passé de l'idée de coopération à l'idée de concurrence libre et non faussée. Et à partir de ce moment-là, il est clair qu'il y a eu un dévoiement très fort de ce qu'était l'idéal européen. Aujourd'hui, en fait, on est dans une Europe commerciale, c'est ça ? Une Europe commerciale, plus que ça, puisque si je prends l'exemple des services publics qui ont été libéralisés et qui ont été soumis à la loi du marché et de la concurrence, je m'aperçois que là où on avait un monopole d'État, avec beaucoup de choses à dire sur ce monopole d'État, on est pratiquement maintenant en situation d'oligopole. Et ces oligopoles, finalement, les grandes entreprises, les grandes transnationales qui ont pris en main ces marchés, s'entendent finalement assez bien pour contrôler et les prix et les marchés eux-mêmes. Au détriment des peuples ? Alors, au détriment des peuples, évidemment. Hein, si je prends... alors, une chose est particulière, c'est que sur ces 30 ans de libéralisation des services publics, il n'existe pas un seul rapport. J'ai fait un meeting à Rodez en tout début de campagne, et les copains de Rodez m'avaient demandé de parler de l'état de la libéralisation des services publics. Donc je suis allé sur Internet, j'ai cherché un rapport, je n'en ai absolument pas trouvé. Et j'en ai trouvé qu'un seul, je l'ai dans mon cartable, je vous le montrerai si vous le souhaitez. C'est Marie-Pierre Vieux, qui est donc la députée du Parti communiste, qui a, sur ses 2 ans de mandat, a rédigé à toute vitesse un rapport, parce qu'elle tenait absolument à ce qu'il y ait un rapport. Et dans des conditions difficiles de travail, elle a réussi à montrer que non seulement on est passé du monopole à l'oligopole, donc très peu de transnationales contrôlent en fait les marchés, avec une perte de services pour les usagers. Si je prends l'exemple de la Poste en Allemagne, on a fermé 55% des bureaux de poste en Allemagne. Si je prends l'exemple du transport ferroviaire en France, on a perdu 50% du transport ferroviaire. La concurrence a profité à la route. Si je prends l'exemple de l'énergie en Espagne, 87% d'augmentation des tarifs sur l'énergie, et de plus en plus 350 000 familles en Allemagne à qui on a coupé l'électricité, et on a à peu près 10% des foyers français qui sont en situation de précarité électrique. Donc quand on prend ces exemples, ces 3 exemples de grands services publics qui ont été libéralisés et mis en concurrence, ça vous inquiète ? Ouais, ça m'inquiète beaucoup parce que le résultat est quand même assez douloureux. Et il est douloureux, comme vous l'avez compris et comme je vous l'ai dit, il est douloureux pour les plus pauvres et pour les familles en difficulté, que ce soit sur l'Allemagne, la France, l'Espagne ou la Slovaquie, puisque ce sont les 4 pays qui ont été étudiés à travers ce rapport. Mais encore une fois, c'est quand même surprenant de voir que sur 30 ans, après 30 ans de libéralisation des services publics, à aucun moment on a fait un bilan.
Vous avez donné quelques chiffres. C'est vrai qu'on voit bien que les bureaux de poste dans les petits villages disparaissent au fur et à mesure. Là, on essaie de mettre un moratoire même sur les classes qui doivent arrêter de se fermer. Bon, même si c'est pas l'Europe, hein, mais bon. Pas encore. Pas encore. Mais bon, je veux dire, c'est vrai qu'on voit une dégradation des choses. C'est l'impression que ça donne un petit peu. Mais est-ce que c'est vraiment tout la faute de l'Europe? Alors, c'est ça, parce que l'Europe, c'est qui quand même? On rappelle quand même que l'Europe, c'est quand même les États qui, avec leur gouvernement, leurs représentants, qui gèrent au plus haut niveau quand même les orientations. À chaque fois, quand ils tapent sur l'Europe, c'est vrai que c'est pas. Alors, vous faites bien de le signaler parce que effectivement, on s'aperçoit à l'intérieur de ce rapport que finalement, on peut avoir des évolutions très différentes d'un pays à l'autre, même si les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour fixer les mêmes règles du jeu. Donc il y a des règles du jeu, mais que l'on s'applique à soi-même à géométrie un petit peu variable. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui peut être dit ou présenté, les États gardent la même mise sur beaucoup de choses, et notamment sur les services publics. C'est-à-dire que s'il y a casse des services publics... On se sert de l'Europe pour casser l'intérieur. S'il y a casse des services publics, c'est aussi parce que les gouvernements successifs français l'ont décidé. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron ont arrivé à une politique où les services publics sont mis à mal et on passe ça à la moulinette européenne et voilà, on a un argumentaire. C'est la faute à l'Europe. C'est la faute à l'Europe. Elle a bon dos, alors qu'on sait que sur l'énergie, par exemple, on peut avoir des évolutions différentes, même si, au constat, à la fin du fin, on s'aperçoit que quand on fait le constat, c'est toujours moins pour les salariés de ces entreprises, moins de statut, moins de protection, des emplois précaires, de la sous-traitance, c'est moins de services aux usagers et c'est surtout des tarifs qui sont en hausse. Voilà, ça c'est la constante de toute la libéralisation. Donc clairement, vous me posiez la question par rapport à cette question européenne. Oui, les États nationaux ont des responsabilités. Mais en même temps, tous les discours qu'on entend au cours de cette campagne, on se rend compte que les mêmes, Macron fait la même politique, que l'on soit à 7 au niveau national ou au niveau européen. Et la même politique produit les mêmes effets. Très bien. Donc le Parti communiste lance sa liste. Donc vous n'avez pas rejoint, en fait, comme ça a été demandé par certains partis, de faire un rassemblement de la gauche pour être un peu plus puissant, être plus représentatif. Vous préférez effectivement que le Parti communiste, dans votre parti, puisse avoir sa propre liste, c'est ça? Oui, le constat, vous avez raison, c'est celui-là. C'est-à-dire que la gauche avance, j'allais dire, en ordre dispersé, on va dire, et chacun sous sa manière. Il y a eu volonté jusqu'à hier. Hein. Hier, c'était le dépôt des listes. Quelle journée? Mercredi? Oui, c'était mercredi hier. Oui. Le dépôt des listes a eu lieu hier. Jusqu'à hier, l'idée de l'ouverture était posée sur la table. Avec notamment des discussions très larges avec Benoît Hamon. Ces discussions n'ont pas abouti. Alors là, j'avoue que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ces discussions n'ont pas abouti. Cela étant dit... Vous constatez, quoi. Cela étant dit, une chose est certaine aussi, c'est que quand on se présente devant des électeurs, on doit avoir un minimum de cohérence, un souci de cohérence. Et il est clair que sur les affaires européennes, on a quand même des divergences assez fortes avec nos amis de la gauche, notamment sur la validation des traités européens. Je vous rappelle que le Parti communiste est le seul parti qui n'a jamais voté, validé, accepté, porté aucun de ces traités européens que d'aucuns trouvent aujourd'hui un peu trop libéraux à leur goût. Je veux dire, il était bon temps d'être libéraux dans les années 80, 90, 2000, et maintenant qu'on voit les limites de l'ultralibéralisme à l'échelle européenne, on trouve que ces traités sont certainement à revoir. Nous, on ne les a jamais validés. Voilà, nous, on ne les a jamais validés. Par rapport à l'ouverture, je dirais quand même que sur cette liste du Parti communiste, 30% des candidats ne sont pas membres du Parti communiste, mais ce sont des gens qui se sont retrouvés compagnons de route parce qu'ils sont remarqués dans des luttes, ils sont fait remarquer dans des luttes. Faute quoi? Faute d'adhérents? Un parti qui en perd de vitesse, c'est quoi? Pourquoi vous avez ouvert comme ça pour... Alors la bonne nouvelle, enfin la bonne ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais la bonne nouvelle, c'est que la Cour des comptes a validé, vous savez que les partis, en fonction de leur nombre d'adhérents, sont plus ou moins subventionnés,
Donc la Cour des comptes a validé et s'est aperçu que le Parti communiste était encore le parti qui a le plus d'adhérents. C'est surprenant, ouais. Combien vous comptez d'adhérents? Nous, on doit être 35 000 adhérents. Là. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, Oui, on a été jusqu'à 1 million, c'est vrai. Mais oui, bon, voilà. c'était notre année, notre époque. J'étais pas né, vous non plus, certainement. À l'époque, non, pas de Parti communiste, mais bon, moi, le plus vieux qui me revient dans la mémoire, c'est Georges Marchais, c'est toute cette époque-là. Oui. Donc c'est vrai que ça a été un moment quand même écoutez, moi, historique. Moi, je suis prof d'histoire et le moment historique du Parti communiste, je le passerai plutôt dans l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire Fernand Grenier, droit de vote des femmes. Je mettrai Ambroise Croizat, sécurité sociale, Marcel Paul, EDF, GDF. Fait beaucoup dans le social. Torres, qui est le statut de la fonction publique. Et j'en oublie, Joliot-Curie en ce qui me concerne, puisque je suis prof au lycée Joliot-Curie et qui a eu tout ce plan de développement. Langevin-Vallon, le plan de développement de l'enseignement secondaire et technologique. Donc, je veux dire, l'époque du Parti communiste, alors Marchais, puisqu'on est à la télé, donc Marchais était très médiatique, et c'était un très beau secrétaire général, mais voilà. Donc, le bilan... Après, ça a été effectivement ce rassemblement de la gauche qui finalement a été vraiment la fin le début de la fin du Parti communiste qui s'est fait avaler, quoi. On va dire que l'aspect social, qui est quand même le marqueur fondamental du Parti communiste, c'est encore la structure de notre protection sociale et de notre démocratie sociale. Voilà. Et c'est celle-là qui est attaquée. Alors, vous avez raison de le dire, non seulement à l'échelle européenne, mais également à l'échelle nationale. Voilà. Et on est toujours là. Et on aura 100 ans l'année prochaine et on sera encore là. Très bien. Donc, justement, l'état du Parti communiste, c'est vrai que vous êtes toujours présent. On le voit, même si on se dit, tiens, ça va faire combien de pourcentage? Une liste qui va faire peut-être 5-6%, peut-être. On espère peut-être plus pour vous. Mais... On en accepte l'augure, oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir été comme ça dans des 15-16%, dans les belles années, enfin, peut-être pas tout autant, mais enfin, pas loin. Et puis d'être descendu comme ça, c'est un peu... Alors, moi, je vais vous dire un truc. Il y a... En avant-dernière opposition sur notre liste, il y a notre camarade Odette. Alors, notre camarade Odette, c'est donc un certain âge, c'était la petite amie, la fiancée de Guy Môquet. Voyez, donc qui évidemment se retrouve à cette opposition-là de façon très honorifique. On ne va pas lui demander de battre la campagne, etc. Voilà, simplement pour dire qu'on a toute une génération de militants qui a traversé la guerre. Je vous rappelle que le Parti communiste, c'est 75 000 fusillés par l'occupant, que ce soit Vichy. Donc, c'est également des périodes extrêmement difficiles traversées dans notre histoire. Et tout ça pour vous dire qu'on a l'habitude de dire, et moi en tout cas je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, la crainte, le gémissement et le renoncement, c'est absolument pas le genre de la maison. Voilà, c'est pas le genre de la maison. On est là, on est dans les luttes. Voilà. Où est le Parti communiste? Le Parti communiste, il est dans les luttes. Il est sur le terrain, il est avec les cheminots, il est avec les hospitaliers, il est avec les gilets jaunes, les stylos rouges. Voilà. Partout il y a des luttes, partout il y a des communistes qui y sont. Voilà. Alors, votre programme aujourd'hui, parce qu'on va parler de programme, parce que quand on présente une liste, on se dit on veut une Europe différente, puisqu'on va on espère devenir député pour vous, européen, on l'espère. Donc on se dit, mais voilà, moi j'ai envie de faire quoi? Alors, le programme, lancer comme ça le programme du Parti communiste, c'est extrêmement vague et il faudrait être un petit peu précis. Je vais vous donner les grands axes. Les lignes principales. Alors, principalement, essayer de relancer via l'Europe, mais aussi via des politiques nationales, relancer tout ce qui est pouvoir d'achat, tout ce qui fait que dans ce pays, on puisse avoir un niveau de formation correct, un salaire correct, et que ce salaire permette d'avoir accès à une éducation, à un service public d'éducation de qualité, à des soins de qualité, un système de santé de qualité, et à une culture et à des loisirs de qualité et de haut niveau également. Voilà. Ça sont des choses, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que petit à petit, ce genre de choses qui avaient été mises en place, notamment dans une ville comme Sète, avec les 3 municipalités communistes qui se sont succédées, on le perd, et notamment on le perd aussi dans les pays les plus pauvres de l'Union européenne. Il y a cette immense inégalité des richesses, inégalité sociale, comme je le disais dans mon propos introductif. À savoir que dans une Europe qui est toujours de plus en plus riche, on a de plus en plus de pauvres. Donc tout ce qui va être travail, formation, ce triptyque qu'on a toujours porté en fait, formation, emploi, salaire, travail,
niveau de vie, encadrement, logement, etc. Ça reste les bases qu'il faut augmenter. Alors, par exemple, on m'a demandé à la Marseillaise l'autre jour si j'étais favorable à un SMIC européen. Oui, je suis favorable à un SMIC européen. Je suis favorable, mais certainement pas sur les bases de Mme Loiseau, qui, elle, réclame un SMIC européen qui serait à 50% du salaire médian, ce qui ferait 850 € en France. Donc on ne peut pas se satisfaire de ça. La règle absolue pour tous les peuples et pour tous les pays de l'Union, ça sera aucune régression sociale. Pas de régression sociale. C'est vrai que l'Europe, souvent, on s'est dit, on rentre dans l'Europe et on va niveler vers le bas. Voilà. C'est ça, en fait. Alors, nous, c'est ça. Alors, sur l'affaire du SMIC européen, ce que nous proposons clairement, c'est 60% du salaire moyen, ce qui fait en France, je parle en net, je ne parle pas en brut, ce qui ferait un SMIC à 1 400 € immédiatement. C'est-à-dire une augmentation de 200 € du SMIC. C'est un peu ce que demandent les Gilets jaunes aussi. Exactement. Exactement. Parce que cette revendication, vous parlez des Gilets jaunes, mais on le voit dans les syndicats également, cette revendication des augmentations de salaire. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Et se retrouvent en grande difficulté à partir du 15 du mois parce que pas à payer leur loyer. Les salaires ne sont pas suffisants. À vivre alors qu'ils travaillent, qu'ils donnent leur temps, ils n'arrivent pas à en vivre. C'est ça la difficulté en fait que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans la situation et qui est dénoncée par tous ces gilets jaunes. C'est vraiment symptomatique l'histoire des gilets jaunes, mais c'est un vrai problème de société. Voilà. Donc il y a d'abord cette problématique du pouvoir d'achat, de la dignité du travail et de la dignité de la vie qui est remise en cause aujourd'hui à l'échelle européenne comme elle l'est à l'échelle nationale. La deuxième chose, je crois qu'il va falloir non seulement préserver les services publics, mais les développer. Clairement, vous parliez de la nation la plus favorisée tout à l'heure. Je crois que l'idée, c'est de regarder quel est le système qui fonctionne le mieux, quel est le système qui est le plus avantageux pour les peuples et appliquer ce système. Je pense à la sécurité sociale, par exemple. Un système de sécurité sociale au niveau européen, ça me semblerait être une bonne idée. Les services publics, sur notre liste, il y a Anthony Gonsalves, qui est cancérologue à la Timone à Marseille, enfin dans les hôpitaux de Marseille. Et Anthony Gonsalves, lui, prône l'idée, propose de créer un pôle public du médicament à l'échelle européenne. Vous parlez de quelque chose qui est très problématique en ce moment, c'est qu'on se rend compte effectivement qu'on est en carence de production de nos propres médicaments. On ne sait plus produire nos propres médicaments et on est tributaire de l'Inde, on est tributaire de plein de pays où on pourrait être en rupture. Et en venant jusqu'à vos studios, j'ai écouté la radio et vu qu'il y a une pénurie en ce moment de tests de dépistage du cancer colorectal, voilà, qui est quand même le 2e ou 3e cancer le plus meurtrier en France. Et on a montré l'efficacité. Simplement pour des histoires d'appel d'offres. C'est ça. Voilà. Donc, la mondialisation. Voilà. Donc pour ce type de fonctionnement. Donc, et énormément de maladies dont le développement, dont la guérison, en tout cas la recherche est bloquée parce que les laboratoires sont souvent sur des positions financières et dans une recherche de profit qui fait que la recherche n'avance pas. Donc, par exemple, développer les services publics existants, en créer d'autres, et notamment, par exemple, celui du pôle public du médicament. Le troisième axe, c'est évidemment qu'il va falloir, à l'échelle européenne, et ça, on ne peut pas le faire à l'échelle française, c'est pour ça que nous, communistes, nous ne sommes pas dans la logique du Brexit. Voilà. Donc nous, on est pour rester au sein de l'Union européenne et de la transformer complètement. Vous voulez une autre Europe? Voilà, complètement. Ça va être réussir la transition énergétique, réussir la transition écologique. Donc mais c'est quand même des thèmes qui reviennent dans l'ensemble des listes, ça. Oui, sauf que nous... Qu'est-ce qui vous différencie? Alors moi, ce qui me différencie jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, c'est que de plateau en interview ou en meeting, je disais, voilà, nous, on a une proposition concrète, c'est-à-dire qu'on ne taxe pas, comme l'a fait Macron, c'est ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, on ne taxe pas le smicard qui va au boulot le matin et qui a besoin de sa voiture pour aller travailler le matin. Par contre, on peut très bien taxer le kérosène.
un Paris-New York aller-retour, c'est 1 an de chauffage. Voilà. On se rend compte qu'il y a une certaine hypocrisie. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et le kérosène, on était les seuls à porter ça. Et j'ai entendu ce matin à la radio que Raphaël Glucksmann portait lui aussi ça. Oui, donc vous voyez, alors je ne sais pas si nous on va progresser, mais en tout cas nos idées progressent. Et en politique en général, les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Voilà. Donc ça, ce sont des choses. Avec tous ces gros bateaux, tous ces paquebots qui polluent énormément avec du pétrole brut. Voilà. Parce que c'est un vrai gros problème. Voilà, je vous rappelle que je suis sétois et ça, je peux vous en parler sans problème. Donc il y a une vraie pollution là-bas à Sète. Il y a un souci, oui. Il y a un souci, mais il y a une vraie prise en compte, notamment par la direction du port que j'ai rencontrée. Vous ne pouvez pas changer les carburants des bateaux, pourtant qu'ils arrivent, ils arrivent. Si, bien sûr que si. Alors il faut changer les bateaux. Alors je ne sais pas si vous savez, mais vous avez deux règles au niveau de l'Union européenne. Vous avez les pays du nord de l'Europe qui ont une norme environnementale sur le fuel, sur une catégorie de fuel, et les pays du sud qui en ont une autre. Ce qui sous-entendrait que nous, Méditerranéens, on a des poumons beaucoup plus solides et moins fragiles que voilà. Donc déjà, première chose qui est très simple à faire. Harmoniser vers le haut. Harmoniser vers le haut, le mieux-disant environnemental. Voilà, déjà on s'aligne là-dessus. La deuxième chose à faire, c'est effectivement bannir complètement. C'est pratiquement du goudron à l'état pur. C'est ça. Bannir ce type de carburant sur la navigation. Et enfin, et ça le port de Sète a commencé à y travailler, a commencé à y réfléchir, électrifier les quais. Électrifier les quais de façon à ce que quand un bateau est amarré, il stoppe ses machines, il stoppe ses moteurs. Il n'a plus besoin de faire tourner ses moteurs pour l'électricité. Voilà, il n'a plus besoin pour actionner. Vous nous apprenez quelque chose, ça me surprend que ce ne soit pas déjà fait. Mais bon. C'est en cours et je sais que le port de Sète y réfléchit. Alors combien de temps ça va prendre, ça je ne peux pas vous le dire. Mais bon, c'est en cours. Non, moi je pensais à autre chose aussi pour la transition écologique. Si vous regardez bien les logements les plus populaires, les logements... là où vit les plus anciens, là où vit la population la plus pauvre, sont aussi ceux qui ont la plus grande perte énergétique par la plus mauvaise isolation, etc. Alors, créons un fonds européen qui aide à la transition écologique et servons-nous de ce fonds européen pour financer et que cette rénovation soit vraiment une rénovation sociale et que les logements les plus pauvres, mais aussi les logements les plus... Vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez par exemple 10 000 euros de frais pour rénover. On va vous prêter peut-être ou vous faire une subvention de 3 000, mais qui a 7 000 euros peut-être pour rénover. Voilà, on ne peut pas. Donc l'idée que nous portons, c'est qu'il y ait un fonds européen. Après vous allez me demander comment on finance tous ces fonds. C'est comme la voiture électrique. Voilà. On voulait la voiture électrique, qui peut se payer? Donc nous, on porte des propositions concrètes. Je vous ai donné une, et je vous en donne une autre, une troisième, si vous voulez. On est friand. Sur le chemin de fer, TVA 0% sur le chemin de fer. Voilà. Vous espérez à peu près, dans l'ensemble des votes qu'il va y avoir, d'avoir combien à peu près de députés? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'État? Les sondages sont assez sévères avec nous, puisqu'ils nous donnent à 3,5%. 3,5% des voix. Il faut franchir la barre de 5% pour avoir 4 députés. 4 députés communistes, je ne parle pas des députés de gauche, qui sont ensuite... ce sont les députés communistes qui ont créé en 1979 le groupe de la gauche européenne, qui est le groupe qui aujourd'hui va regrouper communistes, insoumis, Podemos, Die Linke en Allemagne, le Sinn Féin, tous les partis progressistes. Parti vraiment très divisé et ça fait vraiment après... non, parce que les élections sont sur une base nationale. Oui, d'accord. Donc ce qui veut dire qu'il y aura, quoi qu'il arrive, autour d'une cinquantaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Sur l'ensemble de l'Europe. Voilà, sur l'ensemble d'Europe, il y aura une cinquantaine de députés de la gauche radicale qui constituent un groupe très actif, très écouté, et qui arrive sur des sujets sensibles comme ça, à faire basculer des votes du côté des écologistes, des socialistes, donc qui a un rôle moteur important. Alors au niveau national, moi je constate quand même que la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir instauré cette loi des 5%.
partout ailleurs, vous avez des députés au prorata de votre score. Voilà. Oui. Là, il faut franchir cette liste de 5%, ce qui va mettre aujourd'hui, dans l'état actuel des La France, c'est sondages... quand même le roi du bidouillage politique. On est Exactement. d'accord, hein, que ce soit les découpages des circonscriptions ou quoi. Aujourd'hui, si on fait pas confiance, un petit peu aux gens issus du peuple, puisque notre liste, c'est 50% d'ouvriers et d'employés, il ne faut pas s'étonner non plus que les gens ne s'intéressent plus aux élections, et notamment aux élections européennes. C'est peut-être pas la peine d'avoir écrit des thèses très savantes. Si personne ne vous ressemble, vous n'avez pas forcément envie de voter pour des gens qui ne vous ressemblent pas. Alors, ce qu'on pourrait dire quand même, c'est que quand on voit ce mécontentement qui est dans la rue, qui mobilise quand même des masses de gens importants. Et de l'autre côté, on se dit, mais comment ça se fait que dans les urnes, ça ne se mobilise pas plus que ça? Vous avez à la fois la question et la réponse. C'est-à-dire qu'avec la règle des 5%, on va arriver à une élection qui est partie pour se jouer. Alors je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, parce qu'on travaille pour que ça se passe pas comme ça. À moins de 5%. Non, on va voir, et puis on va voir l'idée, c'est ou les libéraux ou les fascistes. Voilà, c'est-à-dire ou c'est l'extrême droite ou c'est Macron. Donc, et on nous refait un peu le coup de la présidentielle. On est en France, depuis la création de la Ve République, alors on n'est pas dans un système de bipartisme, mais on est dans un système où ces élections, même si celle-là n'est qu'à un seul tour, où finalement on a besoin de polariser. En polarisant, on se dit, vous voulez l'extrême d'un côté, donc votez pour nous. Donc on s'arrange tout le temps pour être comme ça. Voilà, donc c'est polarisé. Et ce qui fait que dans cette affaire, il y a pratiquement... Alors il va y avoir un Français sur deux qui risque de ne pas aller voter, et il y aura un Français sur deux qui ne sera pas représenté au Parlement européen. Voilà. Donc... des amours quand même. Voilà. Et donc je veux dire, il faut, avec ce système-là, et avec ces campagnes politiques-là, il ne faut pas s'étonner, effectivement, si les gens se désintéressent de la vie politique, quoi. Et nous, au Parti communiste, on a quand même la base de notre travail, ça reste le terrain, ça reste les villes, les villages, les usines, les écoles, les hôpitaux. Et on se rend compte que sur notre liste, 50% de salariés, d'employés, oui. et d'ouvriers, on a des hospitaliers, on a des enseignants, on a des travailleurs sociaux. On a Mariam Majidi qui sera à Montpellier le 9 mai, qui est le prix Goncourt du premier roman. On a toute une population qui est jeune, dynamique, inventive, qui ressemble vraiment à la France d'aujourd'hui. Et je crois que l'idée qu'on porte à travers cette liste, c'est qu'une liste de 79 noms, elle doit ressembler à la France d'aujourd'hui. Et je crois qu'on a réussi ça. Et le président du comité de soutien, c'est Lassana Abatili. C'est celui que l'on avait appelé le héros de l'hypercachère. C'est ce jeune Malien sans papier qui avait caché les gens dans la chambre froide du supermarché. Alors, son geste héroïque lui a valu d'avoir la nationalité française. Et en tant que citoyen français, il s'est engagé fortement derrière nous et il est président du comité de soutien. Voilà. Donc, je crois qu'il faut faire effectivement, il faut faire très attention à ce que cette liste représente un petit peu la France d'aujourd'hui. Voilà. La dernière chose que je voulais dire également, et j'y pense... Allez-y, c'est votre temps de parole. J'y pense en évoquant Lassana. Lassana, si on appliquait les directives européennes d'aujourd'hui, il n'aurait jamais caché les gens dans le supermarché, dans l'hypermarché, puisqu'il aurait été expulsé et renvoyé chez lui. Donc, en tant que Sétois, moi, mon lycée est sur la plage. Oui. En tant que Sétois, quand je pars tous les matins au travail et que je regarde la mer, parce que c'est un réflexe chez nous, on regarde la mer. Vous demandez toujours s'il va y avoir un bateau qui arrive. Non, je me dis qu'il y a 30 000 personnes qui sont au fond. Voilà. 30 000 personnes qui sont au fond et qu'on détourne impudiquement la tête. Et ça me rend malade on a fait à Aglo TV un super clip juste l'année dernière, donc avec SOS Méditerranée, où effectivement on a soutenu cette ONG et qui a eu le courage peu importe d'aller sauver. Ça, c'est une belle association. Oui, ça, c'est une belle association parce que là, on parle de quoi? On parle de sauvetage en mer. On l'a politisé après, mais je veux dire, quelque part, ils en ont sauvé quand même, au moins. En tant que Sétois, je peux vous dire qu'on apprend dès le plus jeune âge que la vie en mer, c'est sacré. Et moi, j'ai toujours entendu dire,
même ton pire ennemi, tu ne le laisses pas mourir en mer. Et là, on laisse mourir des femmes, des gosses. Là, Moi, je vous savez, avoue quand j'ai appris qu'il s'était arrêté, etc. et tout, pour des questions politiciennes ou je ne sais plus quoi, je me suis dit, oh là là, mais ces gens continuent à mourir. Et la deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que dans ma classe, alors je ne vais pas donner son nom parce qu'il n'aime pas ça, mais j'ai un jeune Guinéen qui a écopé de 3 mois de prison ferme. Voilà. Alors, quel crime il a pu commettre, ce garçon? Eh bien, simplement, il y a un test osseux qui dit qu'il est majeur et un test osseux dit qu'il est mineur. C'est un vrai problème au niveau de l'héros, je sais qu'on en a parlé un petit peu. Mais oui, sur l'héros, c'est un vrai problème, vous avez raison de le dire. Et donc, ce garçon, voilà, un dit qu'il est mineur, l'autre qu'il est majeur, et il est condamné un peu au bénéfice du doute. Là, ça nous laisse une dérive juridique qui est inquiétante. Et donc, alors, je dis c'est pas nous, c'est pas moi en tant qu'enseignant en tout cas, mais il a réussi à avoir un aménagement de peine, il va finir son année scolaire. Alors, où sera-t-il à la rentrée, je ne sais pas. Mais bon, vous imaginez bien que pour un pédagogue, pour un enseignant, ça c'est une situation insupportable. Surtout qu'on prône effectivement la solidarité entre les pays d'Afrique, voilà. etc. et tout ça pour faire des conventionnements, etc. Ouais. Quand on connaît l'histoire de ce garçon, l'idée... l'idée qu'il puisse aller en prison, mais c'est inimaginable. Quoi. Voilà. Oui, donc moi, pour avoir rêvé de liberté. Voilà, nous, ce qu'on va porter, c'est aussi une Europe à la fois plus accueillante, mais en tout cas une Europe qui assume son inscription dans tout ce qui est Ligue des droits de l'homme. Parlons-en. Pour vous, une Europe accueillante, aujourd'hui, elle a un peu failli. Elle a essayé de se mettre par rapport à cette vague d'immigration que l'on a pu avoir, qui était issue quand même de toutes les... Et nous, on ose le dire aussi, tout le gouvernement Sarkozy, etc., qui ont fait exploser la Libye. On se demande encore aujourd'hui pourquoi. Donc à un moment donné, on se dit, bon, ça a fait un appel complètement, un sas de passage extraordinaire. Donc à un moment donné, l'Europe, là, elle a quand même failli, parce qu'on paye la Turquie, etc. et tout, pour qu'ils essayent de bloquer, mais qu'est-ce qu'on fait? On paye la Turquie, on paye Frontex, et on s'aperçoit avec toutes ces sommes qui sont dépensées pour une politique qui est catastrophique, on pourrait faire autre chose. Voilà. On pourrait certainement faire autre chose, en tout cas... Qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je préconise des voies sécurisées d'immigration et une répartition. Moi, je suis né à Véronée. Je suis né à Véronée, quand je vois mon village... avec les maisons qui sont fermées, quand je rentre au village, je me dis qu'il y aurait une famille ou deux, ça ne mettrait absolument pas en cause l'équilibre du village, ça sauverait peut-être l'école du village, le collège du village à côté. Voilà. Alors, qui a très bien joué ça, c'est Angela Merkel. Ils avaient un déficit, en fait, quelque part, de population extraordinaire, puisqu'il y a une population vieillissante. Ils ont fait 1 million rentrer 1 million de personnes comme ça. Et ils ont rééquilibré, effectivement, ils ont su les absorber et ils ont rééquilibré complètement leur déficit. Ça, une politique familiale qui leur a coûté 0. Et quelque part, au niveau économique, apparemment, elle a fait un bon coup. C'est ce qu'on dit. Alors, moi, je suis convaincu qu'à terme, la prise en charge d'un accueil digne reviendrait beaucoup moins cher que toutes les difficultés dans lesquelles on va se retrouver empêtrés en laissant des... Enfin, moi, je vois des gamins qu'on laisse à la rue. Alors, peut-être pas dans l'Hérault. Le conseil départemental de l'Hérault a pris l'engagement de loger. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il faut reconnaître qu'il faut trouver les locaux, il faut trouver les emplacements. Allez à Marseille, regardez dans le centre-ville de Marseille le nombre de mineurs qui sont livrés à eux-mêmes et qui sont à la merci de tous les trafics et tout ce qui est crime organisé. Donc ça, c'est une situation clairement qui ne peut plus durer. Et là, en tant que député européen, vous voulez essayer de mettre... Et Yann Brossat, notre tête de liste, qui est aussi adjoint chargé du logement à Paris, a créé 2 centres d'accueil dignes pour les migrants à Paris. Qu'est-ce qu'on appelle un accueil digne? Un accueil digne, c'est-à-dire un toit avec de la lumière, du chauffage, de l'eau, de l'électricité et une évaluation des besoins en termes de sanitaire, en termes d'éducation pour les mineurs, voilà. Je veux dire, on invente rien. On ne demande pas un 5 étoiles. Ah non. Je veux dire, à un moment donné, on peut faire des constructions rapides. Complètement. On a su le faire en notre temps. Je veux dire, moi, vous me parlez de crise migratoire. Moi, je crois qu'il y a une crise de politique migratoire. Il n'y a pas vraiment de crise migratoire. Il y a eu une crise migratoire en 1939, quand les 500 000
Espagnols oui. sont rentrés dans un département où il y avait 200 000 habitants. À la limite, 1 million de pieds noirs qui a été rapatrié en quelques semaines. En quelques mois. Bon, il y a une qu'on sait faire, on peut le faire, et on a largement l'argent pour le faire. À propos d'argent, on n'avait pas eu le temps de terminer là, sur le financement des pôles, et notamment le pôle public du médicament, financer également ça. C'est vrai que tout ça, ça coûte de l'argent. Ah, tout ça, ça coûte de l'argent. Quand on donne, on se dit, ils sont bien gentils, ils veulent le faire, mais l'argent, ils vont le prendre toujours au même. L'Union européenne, c'est 1000 milliards de fraude fiscale chaque année. 1000 milliards. La France, c'est 90 milliards. En Europe, c'est 1000 milliards de fraude fiscale. 90, 100, c'est plus. Ouais, c'est entre 80 et 100. Alors moi, je dis 90, comme ça, je suis sûr de ne pas trop me tromper. Mais à l'échelle européenne, c'est parce que jusqu'à présent, à l'échelle européenne, on a de véritables paradis fiscaux. Bon, il y a l'Irlande, il y a le Luxembourg, il y a la Hollande. Bon, et on a mis qui à la tête de la Commission européenne? On a mis M. Juncker, qui est le luxembourgeois qui a mis tout ce système en place. C'est-à-dire, en toute légalité, on peut optimiser. On ne fraude pas, on optimise. On peut optimiser. C'est quand même ce cas. Alors, Yann Brossa a une image. En gros, il dit c'est comme si vous donniez à Dracula les clés du camion du sang. Voilà. Du don du sang. Donc, on se retrouve avec un gars qui a mis en place et qui a été pris les doigts dans le pot de confiture du scandale des Luxembourg Leaks, on retrouve ce gars-là à la tête de l'Union européenne. Bon, ça, fallait quand même le faire. Donc déjà, une lutte efficace et on établit... Ça accrédite un petit peu cette oligarchie que vous dénoncez. Non, là, ça suffit. Là. On établit la liste des paradis fiscaux en Europe, on les connaît, et on les déclare officiellement paradis fiscaux, et on sort en la matière de cette règle de l'unanimité, puisque de toute façon... un paradis fiscal ne se déclarera jamais lui-même un paradis fiscal. Donc ça, c'est la première chose, plus de paradis fiscaux. Les frères Bocquet, Eric et Alain Bocquet, ont écrit un bouquin qui s'appelle « Ainsi soit fisc » sur la fraude fiscale en Europe. Alors, quel est le premier pays exportateur de bananes? C'est Jersey, le premier pays exportateur de bananes. Alors, si vous trouvez des bananiers à Jersey, à part dans le jardin de Madame Wilson, voilà. Donc ce monde globalisé et qui ne sert qu'aux finances et pas au peuple, il faut arrêter avec ça. La deuxième chose, c'est la Banque Centrale Européenne. Oui. En 2008, au moment de la crise des subprimes, elle a versé 3 000 milliards d'euros aux banques sans garantie, sans contrepartie. C'est ça, juste pour équilibrer, pour une histoire de... Voilà, c'est de l'argent qu'on a créé, ex nihilo. Donc, et au lieu d'aider le peuple grec, par exemple... on l'a, mais vraiment, on l'a dit, voilà. Et ça a servi d'exemple en disant, voilà ce qui va vous arriver. Voilà. Moi, je pense que cet argent qui ne sert qu'à prêter aux plus riches et à prêter à taux d'usurier aux plus pauvres, cet argent, il serait mieux dans le développement de services publics, et notamment des hôpitaux en Grèce, pourquoi pas, et notamment le service public du médicament, comme je disais tout à l'heure. Donc, si vous voulez, 1000 milliards, 3000 milliards, de l'argent en Europe, il y en a. On a une Europe de plus en plus riche, avec des Européens de plus en plus pauvres, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où ça va pas. Et c'est vrai que ces histoires d'argent, c'est vrai que quand il y a des beaux projets qui peuvent se faire, on a l'exemple ici dans l'Hérault, vous avez des banques qui vous disent on a plus facile à investir dans de la bourse, etc., que de prêter à des entreprises. Tout à fait. C'est un peu l'état des lieux, malheureusement. On en sait quelque chose. Mais vous savez, Google paie ses impôts en Irlande. Oui. Donc il paie 0,3% d'impôt, je crois. Quand vous et moi, on doit être autour de 25. Et je ne vous parle pas de l'artisan du coin qui, lui, est à 33. Les copains sont allés voir. Yann Brossa y est allé, Marie-Pierre Vieux y est allé. Et il a dit, mais le PDG de Google en France, il les a reçus chaleureusement. Il a dit, mais oui, mais vous avez raison. Vous avez raison, mais on le fait parce que c'est autorisé. Oui, bah oui. Le jour où, ils ne sont pas hors la loi. Non, on le fait parce que c'est autorisé. D'un côté, c'est parce qu'aussi, on est quand même en France, on le rappelle souvent, mais le pays le plus cher aussi en termes d'impôts. Vous savez, moi j'ai vécu à la frontière belge pendant longtemps. Les Belges, alors sur les impôts, eux c'était le prélèvement à la source. Déjà en 82 quand j'ai été nommé. Qui a l'air de bien fonctionner pour l'instant. C'était le prélèvement à la source. Donc on trouvait que leur salaire était un peu faible, mais le problème c'était tout ce qui était impôts indirects. Mais ils étaient assommés, quoi.
Ils étaient assommés. Ils payaient des taxes sur les vélos, les chiens, les chats. Enfin, bon, Est-ce qu'on ne va pas vers un système comme ça? Je ne sais pas, en tout cas, je ne le souhaite Pour pas. l'instant, c'est ce qu'un peu dénoncé. Non, ce que moi je souhaite, c'est qu'on arrive vers un système de plus de justice Bien. fiscale. Bien. Et je pense qu'il y a des gens susceptibles de mettre ça en place très facilement et de façon très En efficace. tout cas, vous y travaillez. On va terminer cette émission maintenant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un site où on peut retrouver cette liste-là? Comment ça passe? Alors, le site, c'est le site du Parti communiste, liste de Yann Brossa. Concernant l'Hérault, il y a le grand rendez-vous, c'est le jeudi 9. Alors, il y a un double rendez-vous le jeudi 9, puisque c'est un grand jour, une grande journée de lutte pour les salariés de la fonction publique. Et nous serons en meeting à partir de 18h30 à la salle Pagési. Alors, c'est la salle qui est sous l'ancien hôtel de ville. D'accord. Et participeront à ce meeting Yann Brossa, notre tête de liste, donc l'adjoint au maire de Paris. Mariam Majidi, qui est prix Goncourt du premier roman, qui est une femme remarquable. Marie-Pierre Vieux, qui est notre députée européenne sortante, et moi-même, donc, le CETOA de service. Parfait, on se retrouve là-bas, on suivra ça. Et puis, bonne chance à votre liste alors. Hein, donc, C'est gentil, travaillez bien. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt, monsieur Bou. Au revoir. Au revoir.